Amis de la lecture, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 ou 3 livres. Alors pourquoi 2 ou 3? Pourquoi est-ce que je ne peux pas vous donner maintenant le chiffre exact de livres que je vais présenter? Eh bien, c'est lié à ma méthode de travail que j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente et qui justifie aussi le titre Update FM, donc au fur et à mesure. À chaque fois que j'ai terminé un livre, donc je m'accorde un petit temps de préparation et ensuite, dans la foulée, j'enregistre mes impressions, ma présentation. Donc du coup, ça veut dire que les autres livres que je vais présenter, eux, eh bien, soit ne sont pas du tout commencés ou à peine commencés. Voilà. Donc, et c'est aussi lié au fait que je ne veux pas faire des vidéos qui durent trop longtemps. Je pense que je ferai au maximum entre 20 et 25 minutes. Donc c'est une voilà, c'est une raison, ce sont même 2 raisons pour lesquelles eh bien je ne peux pas être plus précis. Autre information avant de commencer, c'est que je vous la montre, j'ai maintenant, je rédige un petit conducteur, le voici pour aujourd'hui. Donc un petit conducteur qui va me guider en fait pour la présentation de mes vidéos. Alors pourquoi un petit conducteur? Parce que je me suis rendu compte quand même que actuellement, eh bien, j'avais pas mal d'hésitation quand je parlais et que il y avait des choses que j'aurais voulu dire que j'ai oubliées. Il y avait des choses que je n'aurais pas voulu dire mais que j'ai dites. Bon, donc le conducteur, vous me verrez donc à l'occasion pendant les vidéos jeter un œil dessus, va me permettre, eh bien, comme son nom l'indique, de mieux cerner mon propos. Donc il va, je l'espère, me permettre de limiter mes hésitations. Va aussi me permettre de maîtriser un peu mieux mon temps de parole et va me permettre de ne pas oublier ce dont je veux vous parler. Voilà. Donc, de temps en temps, vous me verrez baisser, lire un peu pour voir où j'en suis. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste pour savoir si je ne suis pas trop perdu. Eh bien, le temps est venu du générique. Le premier livre que je vais vous présenter est un recueil de nouvelles écrit par un auteur belge qui s'appelle Frédéric Lievens. Donc il s'intitule Suture et il a été publié une première fois en 2004 avec cette couverture. Mais depuis, donc le livre était devenu quasiment introuvable et il a été récemment republié avec une nouvelle couverture. C'est celui dont je dispose et que je vous montre tout de suite. Voilà. Donc ça, je crois que c'est sorti il y a à peine un mois. Donc c'est la nouvelle couverture, mais c'est le même contenu. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, il contient 23 nouvelles. Alors, presque toutes rattachées au genre fantastique, horrifique, sauf 2. Il y en a une qui se rattache au genre de la science-fiction. C'est de la science-fiction. C'est même une histoire de voyage dans le temps avec donc comme personnage principal le petit-fils d'Herbert George Wells, l'auteur donc justement de la machine à voyager dans le temps. Alors, bon, je ne vous dirai rien, vous la découvrirez par vous-même. Il y a quelque chose quand même qui est assez drôle, c'est que, et on retrouve là l'humour de l'auteur, et c'est que donc la machine à voyager dans le temps dans le roman de Wells est assez imposante,
Et dans la nouvelle de Levan, ça devient une montre. Et j'ai trouvé ça assez drôle. L'autre nouvelle qui n'appartient pas à proprement parler au genre fantastique, mais qui est quand même une nouvelle horrifique, c'est une nouvelle qui est un thriller. Et donc c'est une histoire de trafic d'organes, donc dont je ne vous dirai pas non plus grand-chose, à vous de la découvrir. Mais toutes les autres nouvelles se rattachent, me semble-t-il, au genre fantastique et même au thème classique du fantastique. Alors j'en ai relevé un certain nombre, je vais vous les donner là. Donc ces genres classiques, on a des histoires de morts qui ne savent pas encore qu'ils sont morts, on a des histoires de malédiction, on a aussi, donc autre thème classique, des histoires d'objets maléfiques, et en particulier donc une poupée, un bracelet, donc deux objets classiques en fantastique, deux objets maléfiques. Et on a aussi des nouvelles qui racontent des histoires de démons, alors des démons qui viennent de l'Antiquité, mais aussi des démons japonais. On a également des histoires de possession, de revenants, de fantômes. Enfin, vous voyez, tout ça se rattache eh bien, à l'univers du fantastique tel que on le connaît. Cependant, donc il y a un grand principe qui lie toutes ces nouvelles et qui caractérise aussi l'auteur, je crois, bien que moi je le découvre en fait avec ce recueil de nouvelles, puisqu'auparavant je n'en ai pas lu d'autres, mais autant vous dire tout de suite que ça m'a tellement intéressé que j'ai bien l'intention de m'en procurer d'autres et de les lire aussi avec attention. Alors je reviens à ce que je disais là sur le grand principe qui articule toutes ces nouvelles, c'est que donc chacune des nouvelles s'inscrit dans une réalité quotidienne, voire banale. Je tourne ma fiche hein, parce que je la consulte de temps en temps pour essayer de, comme je vous le disais juste avant, de suivre, de ne pas me perdre, d'être concis, etc. Bon, donc je disais que le point de départ, c'est toujours une situation quotidienne, voire banale, et que dans ce quotidien, dans cette situation commune, va s'insinuer des éléments qui très vite vont nous faire comprendre qu'on a affaire à un autre monde, le monde occulte, si on peut dire, et que ce monde a de quoi inquiéter. Et chacun des personnages va peu à peu donc basculer en fait, basculer de son monde quotidien, banal, connu, rationnel, et se retrouver confronté à des phénomènes donc surnaturels totalement incontrôlables et qui vont le dépasser, et plus que le dépasser, qui vont carrément l'engloutir. Donc ça va se terminer souvent par des chutes horrifiques, pour ne pas dire horribles. Donc, mais vous découvrirez ça aussi. Donc les nouvelles donc vont, à mon sens, c'est une interprétation, vont parfaitement illustrer un grand principe de la psychanalyse qui a été formulé par Freud et qu'il appelle l'inquiétante étrangeté. Donc à partir de petits éléments du quotidien, on va se confronter à quelque chose qui nous dépasse et qui va être la source d'une terreur absolument incontrôlable, qui va nous engloutir, qui va nous faire perdre tous nos repères. Donc voilà un peu comment j'interprète toutes ces nouvelles. Donc on a cette situation initiale et on a ces éléments d'inquiétante étrangeté qui cachent jusqu'à un certain point, parce qu'après ça n'est plus caché, c'est révélé, donc un monde lui terrifiant,
le monde occulte. Alors évidemment, on voit tout de suite qu'on a, eh bien, on retrouve là encore Freud, hein, puisque tous ces éléments se rattachent à ce qu'il appelle l'inconscient. Et effectivement, on peut y voir une sorte d'analogie entre l'inconscient humain et donc inconnu, mystérieux, mais qui agit, qui nous parle d'une certaine manière, et donc la rationalité, la réalité, qui, elle, n'est pas capable de faire front à cette manifestation. Alors, c'est caractéristique, c'est un symptôme caractéristique de l'angoisse, c'est-à-dire la peur de quelque chose sur lequel, sur quelque chose dont on ne peut rien dire, sur lequel on ne peut pas mettre de mots. Donc, Frédéric Levens, et je ne sais pas à quel point il a creusé ça, mais en tout cas, il excelle dans ce genre, dans cette manière de procéder. Ces nouvelles sont vraiment addictives. Quand on commence ces nouvelles, eh bien, on a envie de connaître la fin, et on voit à quel point le personnage va mal finir, si on peut dire. Alors les chutes pour un certain nombre de ces nouvelles sont attendues, sont prévisibles, mais dans un certain nombre d'autres cas, elles sont très surprenantes et inattendues. Donc il y a vraiment un plaisir de lecture à lire ces nouvelles, à les enchaîner. Et bon, le livre n'est pas très très long non plus, hein. Les 23 nouvelles, ça doit faire 250 pages, 254 pages. Donc il n'y en a aucune, à mon sens, qui est à jeter, si on peut dire, sauf peut-être une qui n'apporte pas grand-chose, mais toutes les autres sont vraiment des perles à la fois dans la narration, dans la structure et dans la chute, même si c'est attendu. Donc je vous invite vraiment à découvrir, si vous ne connaissez pas donc cet auteur, et alors je vois si je n'ai rien oublié, et donc à en lire d'autres, mais je ne connais pas ces autres recueils. Je sais par contre qu'il a, et ça se comprend quand on lit, qu'il a obtenu plusieurs fois, 3 fois je crois, donc le prix, hein, celui-là entre autres, hein, le prix Masterton de la nouvelle. Passons à la suite. Voilà 4 jours que j'ai enregistré ma présentation du recueil de nouvelles de Frédéric Levens, Suture. Et j'ai oublié de vous parler d'un point que j'avais noté sur mon conducteur, mais je ne sais pas pourquoi, eh bien je l'ai zappé. Donc il n'est pas trop tard pour me rattraper, je le fais maintenant. Je voulais vous parler donc du titre Suture. Du titre du recueil de nouvelles Suture. C'est le titre de l'une des nouvelles, de l'une des dernières nouvelles du recueil, et c'est précisément cette nouvelle où il est question de trafic d'organes. Donc elle n'est pas à proprement parler une nouvelle du registre fantastique, hein, mais plutôt du thriller horrifique. Alors j'ai réfléchi à cette notion de suture, et je trouve que c'est un excellent choix. Pourquoi? Eh bien parce que en fait on peut dire que l'ensemble des nouvelles du recueil forment, et chacune
un point de suture entre deux mondes. Alors pour la plupart des nouvelles qui sont donc du registre fantastique, eh bien c'est entre le monde on en avait parlé, le monde de la réalité quotidienne et le monde donc des esprits, le monde occulte, le monde des fantômes, etc. Donc chaque nouvelle établit donc une suture entre le monde du quotidien, la réalité quotidienne et ce monde de l'occulte. Ensuite, pareil pour cette nouvelle qui raconte un voyage dans le temps, on peut dire que c'est une suture aussi entre deux époques, entre le présent et l'avenir. Et évidemment pour la nouvelle suture elle-même, eh bien là aussi on voit bien qu'on a un lien entre deux mondes, le monde de la surface, celui où vont passer les gens de la réalité, et un monde souterrain, celui donc où vont être eh bien commises les opérations chirurgicales pour alimenter le trafic d'organes. Voilà, c'est ce que j'avais oublié, mais je tenais à vous le dire. Et bien maintenant, passons à l'autre roman. Le vol noir, c'est le roman qui va nous intéresser maintenant, mais au préalable, je voudrais vous dire deux ou trois petits trucs concernant l'auteur, Martin Cruz Smith. D'abord, je pense qu'il est important de savoir que, eh bien, Martin Cruz Smith est d'origine amérindienne par sa mère. Et sa mère était une militante qui défendait les droits indiens aux États-Unis. Et d'ailleurs, les deux premiers romans de Martin Cruz Smith bien traitaient de la question indienne. Dans Le vol noir, ça aura également beaucoup d'importance. J'en reparlerai après. Mais en fait, Martin Cruz Smith n'a pas été connu par ce roman. D'ailleurs, c'est sa seule incursion dans le roman d'épouvante. Il est surtout connu pour des polars, et en particulier donc un polar qui a été un best-seller, qui a été très célèbre, c'est Gorky Park, que vous connaissez peut-être, qui a été adapté au cinéma, dont on a aussi pas mal parlé, et qui met en scène pour la première fois donc un détective russe qu'on va retrouver ensuite, qui s'appelle, j'ai noté son nom, qui s'appelle Arkady Renko, qu'on va retrouver ensuite dans, je crois, 8 ou 9 romans, parce que l'auteur va écrire toute une série avec ce personnage. Ce qui est intéressant dans cette série, ce ne sont pas simplement des polars, c'est que ça raconte aussi l'histoire, donc depuis le début, en 1983, quand paraît Gorky Park, c'est encore l'URSS, et on va voir donc l'évolution historique de l'URSS, qui va donc connaître, il y aura des choses qui se passent au moment de la glasnost, il y aura la chute du mur, la fin de l'URSS, jusqu'à l'arrivée de Poutine. Et je crois que le dernier roman qui est paru de cette série, c'est assez récent, ça doit avoir 2 ou 3 ans, 2019 peut-être. Enfin bon, je suis pas sûr, si ça vous intéresse, vous pouvez au moins lire Gorky Park pour vous replonger dans l'époque de la guerre froide. Mais nous, c'est pas notre propos maintenant, notre propos, c'est le vol noir. Donc ce vol noir, en fait, eh bien, outre que c'est la seule incursion de l'auteur dans le genre de l'épouvante, eh bien, même s'il a été adapté lui aussi au cinéma, mais le film est malheureusement introuvable en France, il faut aller aux États-Unis, ou enfin il faut connaître, il faut bien parler l'anglais, puisqu'il n'y a pas de sous-titrage, il n'y a pas de version française, mais le film existe aux États-Unis. Bon, donc ce roman, Le vol noir, va
traiter d'une certaine manière enfin pas traiter, mais poser le problème du droit des Amérindiens, il faut dire maintenant, mais pas seulement. Il va avoir une résonance très contemporaine, puisqu'il va traiter d'un sujet qui nous a concernés tous, qui nous concerne d'ailleurs encore tous, puisque c'est bien, vous l'aurez compris, je pense, puisque c'est très récent, ça a commencé il y a 2 ans, et ça s'appelle le Covid-19. Mais il ne traite pas du Covid-19, mais il traite du problème des épidémies. Je vous détaille ça, mais d'abord, revenons au genre épouvante. En fait, le roman donc est bien un roman d'épouvante, hein, mais il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de fantastique. Tout ce qui se passe, en fait, est justifié par des raisons rationnelles, des raisons naturelles, des raisons même scientifiques. Je vais vous détailler un petit peu ça. Alors, passons à l'histoire. Je jette un œil, hein, je vous l'ai dit, pour voir, j'essaye de tout lire. Oui, bon, d'accord, je passe à l'histoire. Et je vais aussi vous parler des personnages parce que c'est assez important. Mais en même temps que je vous parlerai de l'histoire. Donc, l'histoire, en fait, elle commence, ça se déroule en Arizona. Alors, tout de suite, on peut penser au western et tout, puisque, en fait, ça commence dans une réserve indienne et toute l'action se déroulera dans cette réserve indienne, qui est une réserve Hopi. Et le personnage principal est donc alors je crois que je l'ai noté, je crois, oui, non, je l'ai pas noté, j'étais sûr de ne pas en avoir besoin en fait, mais je ne m'en souviens plus. Oui, il est shérif adjoint, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai pas noté, je pensais que ça serait évident. Il est shérif adjoint de cette réserve Hopi. Et le roman débute par une sorte de rituel de sorcellerie. Un vieux sorcier, je crois qu'il a 90 ans, est en train de préparer quelque chose avec des sables de différentes couleurs. Il trace des signes et il se prépare je ne sais pas s'il va lancer un sort. En tout cas, il dit que voilà, il se prépare à détruire le monde. Il veut détruire, il aimerait bien que le monde meure, on finisse. Voilà. Alors, cette sorcellerie traditionnelle, eh bien, l'adjoint, le shérif adjoint n'y croit pas du tout. Et il ne la prend pas du tout au sérieux. Cependant, là, je suis la 4e de couverture. Cependant, le lendemain matin, eh bien, on va retrouver ce sorcier Hopi, est bien mort. Et on va donc vider de son sang et on comprend tout de suite ce qui lui est arrivé. Ça n'a rien de surnaturel. Il a été attaqué par des chauves-souris au cours de la nuit. Et ces chauves-souris, on va l'apprendre assez vite par la suite, ce sont des chauves-souris vampires. Et donc l'histoire va se dérouler autour de ces chauves-souris vampires, de cette colonie, de cette colonie de chauves-souris vampires qui est venue s'installer quelque part dans la réserve et qui se met à attaquer donc pas seulement les animaux mais aussi les hommes. D'ailleurs, il y a quelques scènes justement, qui sont pas hyper gore, mais qui sont bien écrites et où on a des attaques de chauves-souris, par exemple sur des touristes, à un certain moment. Mais à partir de là, à partir de ce moment-là, donc il va y avoir une sorte d'enquête. Je dis une sorte parce que on n'a pas vraiment l'impression, tout au moins au début, oui, quand même presque la moitié du roman, que le shérif adjoint mène une enquête.
on n'a pas vraiment l'impression qu'il s'intéresse plutôt aux conditions de vie et aux relations qu'il entretient avec les autres. Alors, les Hopis, en fait, cette réserve Hopi, elle va être assez précisément décrite, les conditions de vie sont assez précisément décrites, et on voit que ces conditions, on comprend vite que ces conditions sont misérables. Et d'ailleurs, le personnage principal lui-même se demande un peu pourquoi il ne peut pas partir. Il est lui-même un peu alcoolique, il boit pas mal, parce que l'une des tragédies donc des vies en réserve, c'est l'alcool, c'est aussi la drogue. Et le sorcier utilise donc des drogues traditionnelles, hein, le péyole, la datura, et essaye d'amener Youngman, le chef adjoint, à en prendre aussi, et parce que il lui explique que c'est une source de connaissances, et ça aura également un rôle dans l'histoire. Il faut pas que je vérifie si c'est bien dans le cadre. Ça aura un rôle aussi dans l'histoire, ces hallucinations provoquées par, là c'est la datura en particulier, la datura. Donc on a ça, ce tableau un peu triste, un peu misérable, qui est dressé de la vie en réserve des Hopis, et c'est mis en opposition avec une autre réserve qui est voisine, mais qui va être concernée par le même problème, qui est une réserve Navarro. Alors le chef, là j'ai noté son nom aussi, parce que c'est Walker Chi, qui est le chef du conseil tribal des Navarro. Donc c'est le responsable, c'est le chef. Et eux vivent bien, eux sont riches. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils ont accepté de s'associer avec les Blancs. Autant Youngman déteste les Blancs, autant Walker Chi travaille avec eux. Il travaille avec eux, ça lui rapporte de l'argent, ça rapporte de l'argent à la tribu, qui peut vivre confortablement, mais en échange, donc, les Blancs exploitent le territoire, le territoire Navarro, parce qu'il y a du pétrole, et du pétrole de schiste. Donc ils exploitent ça, et là, par contre, les Navarros n'ont aucun droit de regard sur l'exploitation, sur l'exploitation qu'ils font. Donc il y a naturellement, presque du fait des différences de statut et des différences de conditions de vie, il y a une opposition et même une haine, on peut dire, hein, puisque en fait Youngman n'aime pas du tout Walker Chi, même si à un moment donné ils vont devoir travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir amis, mais ils vont devoir travailler ensemble. Et ce qui va être intéressant, c'est justement quand ils vont chacun travailler avec leurs moyens. Donc les moyens des Navarros vont être bien plus importants que les moyens Hopi, puisque pour les Hopi, en gros, il n'y a que Youngman qui mène plus ou moins une enquête. Et il y a le sorcier qui voulait qu'il prenne de la datura pour avoir des visions qui lui apprendraient la vérité. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. Donc il y a cette différence, ce conflit et le rôle de l'argent, donc de l'industrie, des Blancs, etc., de la puissance financière, donc qui sont abordés et qui constituent un élément important de l'histoire. Alors il y a un personnage qui est un peu entre les deux, mais qui est très important, dont je vais vous parler, qui s'appelle Hayden Payne. Et Hayden Payne, c'est un enquêteur qui a été mandaté par les Navarros pour justement exterminer ces chauves-souris vampires. Alors, que se passe-t-il? Bon, il y a quelque chose que je ne vais pas, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé un peu en parlant d'épidémie, mais il y a quelque chose
qui va arriver, qui est une menace bien plus importante encore que la colonie de chauves-souris, c'est que toutes ces chauves-souris portent le virus de la peste et que donc il suffit d'une griffure ou d'une morsure pour que bien le virus soit transmis à l'homme ou à l'animal et se répande. Donc c'est à partir de là, peu à peu, bien les autorités, les Navarros, les Hopis vont prendre conscience du risque d'épidémie et d'extension au-delà de leur territoire, de leur réserve possible. Donc il va y avoir, on connaît tous, hein, des choses comme des confinements. Mais je vais pas trop en dire, sinon après je vais vraiment rentrer trop dans l'histoire. Je voudrais juste voilà les enjeux. Il y a encore un personnage qui aura un rôle secondaire, mais quand même important, c'est la petite amie de Youngman. C'est une infirmière, elle s'appelle Anne Dillon, et elle va intervenir aussi, elle va peut-être sauver Youngman à un moment donné, en tout cas l'aider à s'en sortir. Mais là aussi, on va retrouver ce conflit entre deux, cette incompréhension. Alors là, c'est pas un conflit, c'est plutôt une profonde incompréhension entre la vision indienne représentée par Youngman et la vision occidentale, si je puis dire, blanche, représentée par Anne, qui est Anne Dillon, qui est sa compagne et qui est elle une blanche bien installée, etc. On dirait presque une bourgeoise, mais qui a voulu quitter sa condition justement de vie trop confortable pour aller vivre chez les Hopis, donc dans des conditions de vie plus difficiles. Voilà. Donc, je vais peut-être pas trop m'étaler là-dessus, mais les enjeux, c'est ça. Il y a donc une menace, doublée d'une menace plus importante qui est celle de l'épidémie. Il y a donc une recherche en fait pour essayer de trouver cette colonie et de l'exterminer. Et la fin est vraiment aussi un moment d'intense suspense parce que bon, ça repose sur un principe connu du suspense qui est le compte à rebours. Donc, sauf que là, on n'a pas une horloge qui dit, voilà, quand on est à zéro, paf, la bombe explose. Là, le compte à rebours, c'est la durée du jour, puisque les chauves-souris sortent la nuit. Donc, chaque nuit, toute la colonie sort et eh bien, il faut trouver la colonie avant qu'il fasse nuit et la détruire. Voilà l'enjeu. Donc, mais le temps passe, évidemment, et là, je vous laisse imaginer donc la tension qui monte au fur et à mesure que les heures passent et que la nuit tombe. Voilà. Est-ce que je n'en ai pas trop dit? En tout cas, c'est un bon roman. J'ai vu que parfois, il était pas forcément apprécié. Moi, je l'ai beaucoup apprécié et je trouve qu'il est non seulement intéressant parce que les personnages sont creusés, sont intéressants, qu'il y a des enjeux qui dépassent simplement donc les enjeux qu'on trouve habituellement dans l'épouvante pure et simple, puisque là il y a aussi toute cette dimension sociale et il y a quelque chose qui résonne pas mal avec la situation contemporaine, avec voilà la réaction des gens, la peur. Quand il y a donc un risque d'épidémie mortelle, et là donc c'est la peste bubonique, c'est-à-dire que bon, certes il y a le vaccin hein, déjà, hein, mais ça se répand très vite et ça tue très vite. Donc il y aura un certain nombre justement de personnes qui mourront, de personnages qui mourront des conséquences de la peste, qui seront contaminés. Allez, voilà. Je vous dis à la prochaine.